19 septembre 1944. Le brouillard enveloppait les champs près d'Araor, en France. Le premier locataire de gauche, Merwin Mann, du 37e bataillon de chars, agrippait le bord de la tourelle de son Sherman pendant que son mitrailleur regardait à travers le périscope, scrutant le terrain couvert de brume devant lui. Ils avaient été mis en garde contre les Panthers, les redoutables chars allemands dont le blindage incliné s'était révélé presque imperméable aux obus américains standards. Ce que M et son équipage ne savaient pas, c'est que leur râtelier à munitions contenait 6 cartouches qui allaient réécrire le calcul tactique de la guerre blindée. 6 obus perforants à grande vitesse M93, chacun contenant un noyau en carbure de tungstène capable de transformer leur Sherman moyen en ce que les pétroliers allemands pourraient craindre comme une menace inattendue. L'impact psychologique de ces munitions s'avérerait aussi dévastateur que leur pouvoir de pénétration, brisant les hypothèses allemandes sur les capacités des chars américains et obligeant à une réévaluation complète de l'invulnérabilité des Panthers. L'histoire de la façon dont un type de munition spécialisée a modifié l'équilibre de la guerre blindée ne commence pas sur les champs de bataille de France, mais dans les terrains d'essai et les installations industrielles des États-Unis, où métallurgistes et ingénieurs balistiques ont travaillé contre la montre pour résoudre un problème qui menaçait de saper les opérations blindées américaines en Europe. Au début de 1944, l'armée américaine était confrontée à un dilemme que les planificateurs militaires n'avaient pas anticipé. Le char M4 Sherman, colonne vertébrale des divisions blindées américaines, rencontrait des chars allemands qu'ils ne pouvaient pas vaincre de manière fiable depuis le front. Le Panther, la réponse allemande au T-34 soviétique, combinait un puissant canon à grande vitesse de 75 litres avec une plaque de glacis de 90 mm inclinée à 55 degrés, créant une épaisseur effective d'environ 140 mm qui s'est avérée presque impénétrable pour les canons de chars américains. Les renseignements américains avaient sous-estimé à la fois la quantité et la qualité des Panthers qui seraient les bras déployés. En juin 1944, lorsque les forces alliées débarquèrent en Normandie, 38% des chars allemands présents sur le théâtre étaient des Panthers. Pas la poignée prévue, mais des centaines de ces chars moyens avancés, souvent pilotés par des soldats inexpérimentés, mais protégés par un blindage que les canons de chars américains conventionnels ne pouvaient pas pénétrer frontalement. Le canon M3 de 75 mm, qui armait la plupart des Sherman en Normandie, ne pouvait pénétrer le blindage frontal d'un Panther à aucune distance. L'obus rebondirait simplement sur la plaque inclinée du glacis, laissant l'équipage du Sherman vulnérable au tir de retour du puissant canon du Panther, qui pourrait détruire un Sherman à plus de 2000 mm. Même le canon amélioré de 67 mm M1, qui commença à arriver sur les unités en juillet 1944, eut du mal à résister au blindage Panther. En utilisant des obus à capuchon perforant M62 standard, le 76 mm pouvait pénétrer 109 mm de blindage à 1000 mm avec une obliquité de 0,2 g. C'était suffisant contre le Panzer IV et de nombreux canons d'assaut allemands, mais le blindage frontal incliné du Panther restait effectivement immunisé. Le 76 mm pouvait pénétrer le masque du canon du Panther, mais seulement à une distance extrêmement rapprochée, généralement inférieure à 100 mm, une distance à laquelle les avantages des Panthers en termes de puissance de feu rendaient l'engagement suicidaire. Le problème n'était pas l'arme elle-même, mais les munitions qu'elle tirait. Le déploiement du canon de 67 mm lui-même avait été une saga d'hésitation bureaucratique et de reconnaissance tardive. Les premiers M4 Sherman, équipés du canon M1 de 76 mm, sont sortis des chaînes de production en janvier 1944. Ces M4A 176 Sherman sont arrivés en Grande-Bretagne le 10 avril 1944 avec 130 chars livrés pour préparer l'invasion de la Normandie. Pourtant, malgré leur disponibilité, les commandants américains refusèrent de déployer ces chars améliorés le jour J. Les raisons étaient multiples. Les équipages n'ont pas eu suffisamment de temps de formation sur le nouveau système d'armes. Les problèmes logistiques liés au maintien de deux types de munitions différents ont compliqué la planification de l'approvisionnement. Plus important encore,
Les commandants pensaient que le canon de 75 mm s'avérerait adéquat pour l'opposition attendue. Cela s'est avéré être une erreur de calcul catastrophique. Début juillet 1944, les rapports de terrain en provenance de Normandie dressaient un sombre tableau. Le 2 juillet, des plaintes concernant l'inefficacité des canons de 75 mm contre les blindés allemands parvinrent au général Dwight Eisenhower. Sa réponse, documentée dans plusieurs récits historiques, a capturé la frustration au niveau du commandement. Vous voulez dire que nos 76 n'élimineront pas ces Panthers? Eh bien, je pensais que ce serait l'arme miracle de la guerre. La citation complète, telle qu'enregistrée par les témoins, se poursuivait avec un langage plus fort, exprimant sa colère face au fait que l'ordonnance lui avait assuré que le 76 mm s'occuperait de tout ce que les Allemands avaient. Un comité réuni le 12 juillet 1944 détermina officiellement ce que les équipages de chars savaient déjà par expérience amère. Les armes américaines standards ne pouvaient alors pas vaincre les Panthers sur le front. Le général Omar Bradley a immédiatement ordonné aux Sherman de 67 Lansalami de se précipiter de Grande-Bretagne vers le front. Le 25 juillet 1944, lors de l'opération Cobra, 102 chars M4A1 176 font leur début au 300 combat. Les premiers rapports d'engagement donnaient à réfléchir. Même si le 76 mm représentait une amélioration par rapport au 75 mm, il luttait toujours contre le blindage frontal Panther au combat. T-GAM. Les équipages du Sherman ont rapidement appris qu'ils devaient manœuvrer pour tirer sur le flanc ou cibler le masque du canon du Panther à courte portée. Aucune de ces options n'est tactiquement souhaitable face à un char qui pourrait les détruire à 2000 mètres de distance. La solution résidait dans la métallurgie et la physique. En juillet 1944, les ingénieurs de l'ordonnance américaine avaient développé la cartouche T4, plus tard standardisée sous le nom de M93 HVAP. Les munitions perforantes à grande vitesse représentaient une rupture fondamentale par rapport à la conception perforante conventionnelle. Le projectile était constitué d'un noyau en carbure de tungstène, l'un des matériaux les plus durs disponibles, entouré d'un corps léger en aluminium et d'un pare-brise balistique. Cette conception concentrait l'énergie cinétique du projectile dans un pénétrateur plus petit et plus dense, tout en réduisant le poids global. Le résultat fut dramatique. La cartouche M93 a atteint une vitesse initiale de 1036 m/s contre 792 m/s pour la cartouche M62 standard. Cette augmentation de vitesse de 244 m/s s'est traduite directement en puissance de pénétration. À 1000 mètres, soit environ 914 mètres, l'obus HVAP pouvait pénétrer 160 mm de blindage à une obliquité de 10 degrés. Selon les données de tests officiels du département de la guerre, le masque de canon des Panthers, avec son acier moulé, incurvé de 100 mm d'épaisseur sur les premières variantes RSSF D et A ensuite augmenté à 120 mm sur le RSSF. Cela signifiait une pénétration fiable à des distances allant jusqu'à 1000 mm au lieu d'une distance à bout portant. Le manteau est soudainement devenu une cible viable pour les équipages Sherman qui avaient auparavant été contraints de tenter des attaques de flanc désespérées ou de battre en retraite. Mais le développement du HVAP ne représentait que la moitié de la solution. La production était une toute autre affaire. Le cycle T4 dépendait du carbure de tungstène, un matériau stratégique importé principalement de Chine qui produisait 36% de l'approvisionnement mondial en tungstène avant la guerre. Le tungstène était essentiel à de nombreuses industries de guerre avec des machines-outils, des munitions perforantes de plusieurs calibres, le durcissement des plaques de blindage et divers processus industriels, tous en concurrence pour des approvisionnements limités. La demande américaine de tungstène pour les munitions HVAP, à elle seule, consommait des centaines de tonnes par an. Chaque obus HVAP de 76 mm contenait environ 0,8 à 8 kg de carbure de tungstène, ce qui signifie qu'un Sherman transportant 6 obus avait besoin de près de 5 kg de ce matériau rare. La Chine a produit environ 10 000 tonnes de concentré de tungstène
en 1944. Mais cela devait répondre à tous les besoins alliés dans toutes les applications. Les États-Unis ont complété leurs importations chinoises par une production nationale provenant de gisements limités du Colorado, du Nevada et de la Californie, mais la disponibilité totale est restée limitée. La situation de l'Allemagne en matière de tungstène était bien pire, les importations suédoises diminuant fortement à mesure que la guerre se retournait contre le Reich et que la production nationale restait minime. En 1945, les usines allemandes stockaient désespérément du tungstène pour les machines-outils nécessaires à la production de moteurs d'avion, tandis que les équipages des Panthers ne recevaient que des munitions standards. Le département des ordonnances des États-Unis testait les projectiles HVAP depuis le printemps 1942, mais la production à grande échelle ne commença qu'après que le débarquement de Normandie révéla l'étendue du problème du Panther. En juillet 1944, la production d'obus HVAP de 3 pouces pour chasseurs de chars atteignit 1000 obus. En août, 1000 cartouches HVAP de 76 mm ont été produites. Septembre a produit d'autres obus de 1,76 mm. Ce n'est qu'en novembre 1944 que la production mensuelle atteignit 5000 cartouches pour le 76 mm, pour atteindre 7000 cartouches par mois en janvier 1945. En mars 1945, environ 33 000 cartouches de munitions HVAP de 76 mm avaient été produites, ce qui représentait un effort industriel important, mais encore une fraction de ce qui était nécessaire. En février 1945, le Sherman moyen de 67 mm en Europe avait reçu un total de 5 obus HVAP, 5 rounds pour affronter un ennemi, déployant des Panthers comme chars standards dans les divisions Panzer. Une compagnie Sherman avec 17 chars posséderait 85 obus HVAP au total face à des unités allemandes pouvant aligner 30 Panthers ou plus. Les premiers obus HVIP atteignirent le théâtre européen en août 1944, mais leur arrivée fut éclipsée par des problèmes tactiques plus larges. La haie normande avait forcé les blindés américains à se lancer dans des combats rapprochés où des canons allemands supérieurs pouvaient tendre une embuscade aux colonnes Sherman. Les équipages de chars faisaient face à un ennemi qui avait appris à positionner les Panthers dans des positions blindées, exposant uniquement la tourelle lourdement blindée tout en gardant cachée la coque la plus vulnérable. La doctrine allemande mettait l'accent sur la capacité de premier tir avec des panthères attendant dans des positions préparées, permettant aux colonnes Sherman de s'approcher avant d'ouvrir le feu depuis des champs de tir où les tirs de riposte américains étaient inefficaces. L'impact psychologique sur les équipages des chars américains fut sévère. Les équipages ont surnommé le Sherman le briquet Ronson, affirmant qu'il prenait feu à chaque fois. Même si les analyses d'après-guerre ont montré que cette réputation était exagérée, cette perception a façonné le comportement. Les commandants de chars qui ont repéré les Panthers ont souvent choisi de faire appel à l'artillerie ou à l'appui aérien plutôt que de s'engager directement, donnant ainsi l'initiative tactique à un ennemi qui pourrait être vaincu avec les munitions et les tactiques appropriées. M. L'arrivée des obus. HVAP a commencé à modifier ce calcul, mais lentement entravé par la rareté des munitions et le manque de formation sur leurs capacités et leurs limites. Le premier essai de combat généralisé, avec des munitions HVAP, n'a pas eu lieu dans la haie normande, mais dans la campagne de Lorraine, où les divisions blindées américaines s'étaient déployées sur un terrain favorable aux tactiques défensives allemandes. En septembre 1944, la 3e armée du lieutenant-général George Patton se trouvait au cœur de la France, courant vers la frontière allemande avec une logistique tendue jusqu'au point de rupture. La 4e division blindée, l'une des formations blindées américaines les plus efficaces, avait avancé de manière agressive, s'emparant d'une tête de pont sur la rivière Mosquelle, près d'Aracor. Le haut commandement allemand a reconnu la menace. Si l'armure de Patton atteignait le Rhin et traversait l'Allemagne proprement dite, le cœur industriel du Reich serait exposé. La 5e armée, Panzer du général Assophon Mantoyel, reçut l'ordre de contre-attaquer, de détruire la tête de pont américaine et de repousser l'avancée de Patton. La force allemande rassemblée pour cette attaque
comprenait 2 brigades Panzer nouvellement formées, la 111e et la 113e, équipées principalement de chars Panther fraîchement sortis des usines allemandes. Sur le papier, l'avantage allemand paraissait écrasant. Les 2 brigades ont déployé ensemble environ 150 chars contre le commandement de combat A de la 4e division blindée qui possédait environ 50 chars Sherman. La 113e brigade Panzer est entrée à elle seule dans la bataille avec environ 90 chars et canons d'assaut dans les 2 bataillons combinés, dont 42 Panthers et 40 Panzer A4. Les planificateurs allemands s'attendaient à une victoire rapide. La supériorité technique des Panthers devrait compenser les éventuels avantages américains en matière de logistique ou de soutien aérien. Ils se trompaient fondamentalement. La bataille d'Aracourt, menée pendant 11 jours du 18 au 29 septembre, deviendra le plus grand engagement de chars mené par les forces américaines jusqu'à la bataille des Ardennes. Plus important encore, cela démontrerait que les équipages de chars américains, correctement entraînés et équipés, pourraient vaincre les blindés allemands, techniquement supérieurs, grâce à des tactiques supérieures, une coordination interarmes et une utilisation judicieuse de munitions perforantes à grande vitesse. La matinée du 19 septembre a commencé avec un épais brouillard recouvrant le terrain vallonné autour d'Aracourt. La reconnaissance allemande était limitée. Les brigades Panzer, dépourvues d'unités de reconnaissance appropriées, avancèrent aveuglément sur un terrain tenu par les forces américaines qui connaissaient le terrain et avaient établi des positions défensives. Vers 8 heures du matin, des éléments de la 113e brigade Panzer pénètrent dans les avant-postes américains à l'est et au sud d'Aracourt. Les chars allemands, des Panthers neufs d'usine avec des équipages inexpérimentés, avancèrent en formation de colonne. Une erreur tactique que les pétroliers américains vétérans exploitèrent immédiatement. La compagnie C du capitaine Kenneth R. Lamison, 37e bataillon de chars, occupait des positions le long des approches clés d'Aracourt. Ces équipages, Sherman avait été informé des cartouches HVAP dans leur râtelier à munitions, 6 cartouches par char. Utilisez-les à bon escient, avait souligné le briefing, contre les tourelles ou les mantelets Panther à des distances où la vitesse reste suffisante pour la pénétration. Le brouillard qui gênait la reconnaissance allemande jouait désormais en faveur des défenseurs américains. Une section des Sherman de Lamison occupait des positions au sud du village, lorsque le premier Panther surgit de la brume, à peine à 75 mètres. À cette distance, le tir à longue portée supérieure du Panther ne signifiait rien. Le mitrailleur américain a tiré instantanément. L'obus HVAP, se déplaçant à plus de 1000 mm, a heurté le masque du canon du Panther. Le noyau en carbure de tungstène a percé l'acier moulé incurvé et a fait exploser les munitions stockées directement sous la brèche du canon. Le Panther explosa, sa tourelle se soulevant légèrement sous la force de la détonation secondaire. 2 autres Panthers sortirent rapidement du brouillard. Tous 2 furent détruits en quelques secondes, leurs équipages n'ayant pas le temps de riposter efficacement dans une visibilité limitée. Les chars allemands restants se détournèrent. Les équipages ont été choqués par la perte soudaine de 3 Panzer au profit de ce qu'on leur avait dit être des chars américains de qualité inférieure. Tout au long de la matinée du 19 septembre, des affrontements similaires ont éclaté dans le secteur d'Araort. Les chars américains, utilisant le brouillard comme dissimulation, engagèrent les Panthers à des distances où les obus, HVAP, étaient les plus efficaces. Le déploiement tactique allemand s'est avéré désastreux. Avançant en colonne sans reconnaissance appropriée, les équipages du Panther exposèrent à plusieurs reprises leur blindage latéral plus fin aux tirs de flanc américains. Près du poste de commandement d'Araort, un peloton de chasseurs de chars M18 L4, également équipés de canons de 76 mm et de munitions HVAP, engagea les blindés allemands à bout portant. Les chasseurs de chars rapides se sont révélés d'une efficacité dévastatrice dans les combats à courte portée enveloppés de brouillard. À midi, alors que le brouillard se dissipait, les observateurs d'artillerie avancés américains pouvaient coordonner leurs tirs avec les compagnies de chars en défense.
Les chasseurs bombardiers P-47 Thunderbolt du 405e groupe de chasse sont arrivés au-dessus de nous, plongeant à travers les interstices du nuage pour frapper. Armure allemande, avec roquettes et mitrailleuses. La combinaison des avantages américains est devenue évidente. Alors que le Panther possédait un blindage et une puissance de feu supérieure en tant que système d'armes individuelles, les forces américaines utilisaient des tactiques interarmes comme doctrine standard. Les chars allemands avancèrent sans soutien d'artillerie adéquat, sans couverture aérienne, sans infanterie pour dégager les positions défensives américaines. Les forces américaines ont coordonné les blindés avec l'artillerie, la puissance aérienne, l'infanterie et les chasseurs de chars dans un système intégré qui a dépassé les avantages techniques allemands. Lorsque les Panthers rencontrèrent ces défenses préparées, ils furent détruits malgré leur capacité supérieure. Les munitions HVAP n'ont pas rendu les chars Sherman égaux aux Panthers en termes de spécifications techniques, mais la guerre n'est pas menée uniquement selon les spécifications techniques. Les chars sont détruits par des équipages qui exploitent les vulnérabilités des conditions de combat. Le masque du canon du Panther, nécessaire pour permettre au canon de 75 mm de s'élever et de traverser, créait un point faible. La jonction entre la tourelle et la coque, le blindage latéral, le pont moteur, représentaient tous des cibles que les Sherman équipés de HVAP pouvaient désormais attaquer avec succès, à des distances de combat qui étaient auparavant suicidaires. Plus dévastateur pour le moral des Allemands fut l'impact psychologique de la découverte que leur blindage n'était plus invulnérable. Les équipages des Panthers avaient été entraînés à croire que leurs chars ne pouvaient pas être pénétrés frontalement par les tirs américains. Les briefings des services de renseignement ont souligné la puissance de feu insuffisante du Sherman. On a dit aux équipages que tant qu'ils gardèrent le front vers l'ennemi, ils étaient en sécurité. Les premiers commandants des Panthers à regarder les obus, Sherman percer leur manteau et faire exploser des munitions prêtes ont appris le contraire. Les survivants de ces affrontements rapportèrent ces connaissances à leurs unités, faisant prendre conscience que les chars américains possédaient désormais des munitions capables de vaincre les Panthers. Dans l'après-midi du 19 septembre, les commandants de chars allemands rapportèrent au quartier général que les Sherman américains possédaient de nouvelles munitions plus puissantes. Les rapports étaient confus et contradictoires. Certains prétendaient que les Américains avaient secrètement déployé des chasseurs de chars équipés de canons de 90 mm. D'autres ont suggéré que les Britanniques avaient fourni des chars Firefly de 17 livres aux unités américaines. La vérité selon laquelle l'industrie américaine avait développé des munitions spécialisées qui annulaient partiellement l'avantage du blindage. Des Panthers était plus troublante pour les planificateurs allemands que n'importe laquelle de ces théories. Cela signifiait que la capacité industrielle américaine pouvait répondre aux problèmes tactiques plus rapidement que l'industrie allemande ne pouvait les contrer. Les combats se sont poursuivis jusqu'au 22 septembre, lorsque les principales offensives allemandes ont finalement échoué. Les forces américaines avaient détruit ou désactivé environ 86 chars et canons d'assaut allemands. Les pertes américaines s'élevaient à 25 chars Sherman et 7 chasseurs de chars. Le taux de mortalité favorisait fortement les Américains, malgré leurs désavantages techniques en termes de performance de leurs chars individuels. La bataille d'Aracor représentait non seulement une victoire tactique, mais aussi un tournant psychologique. Les équipages de chars américains ont appris qu'ils pouvaient vaincre les Panthers sans attendre des chasseurs de chars spécialisés ou un soutien aérien écrasant. Les équipages allemands ont perdu la sécurité psychologique de croire en une invulnérabilité frontale absolue. Le point de vue allemand sur Aracourt était celui de la confusion et des récriminations amères. La 113e brigade Panzer, qui était entrée au combat avec environ 90 chars et canons d'assaut, pouvait rassembler moins de 20 véhicules opérationnels au 29 septembre. Les rapports allemands après action ont eu du mal à expliquer la défaite. La supériorité technique du Panther était indéniable sur le papier.
Comment les équipages inexpérimentés des chars nouvellement produits avaient-ils été complètement vaincus? Les réponses résidant en partie dans la formation et l'expérience. Les équipages de la brigade Panza avaient une formation minimale et arrivaient souvent au front avec seulement quelques semaines d'instruction. Les équipages de chars américains de la 4e division blindée étaient des vétérans qui avaient combattu à travers la France, comprenant la guerre interarmes et avaient appris à lire le terrain pour obtenir un avantage tactique. Mais l'entraînement à lui seul n'expliquait pas entièrement les pertes des Panthers, en particulier les pénétrations, qui n'auraient pas dû être possibles avec des munitions américaines standards. Les agents du renseignement allemand, examinant les Panthers, détruits, ont trouvé des trous d'entrée plus petits que prévu, ce qui suggère un projectile sous-calibré. L'examen des obus non explosés, récupérés à proximité des chars en panne, a révélé la vérité. Les Américains avaient déployé des munitions à cordes de tungstène. Cette découverte avait de profondes implications stratégiques. L'Allemagne elle-même avait développé des munitions similaires, la Panzergranit 40, qui utilisait des noyaux de tungstène pour améliorer la pénétration. Mais les approvisionnements allemands en tungstène étaient extrêmement limités à la fin de 1944, la production étant axée sur les machines-outils plutôt que sur les munitions. Si les Américains parvenaient à produire des munitions spécialisées à cordes de tungstène en quantité suffisante pour être distribuées aux unités de chars de première ligne, cela démontrerait leur capacité et leurs ressources industrielles. Un accès que l'Allemagne ne pouvait pas égaler. Non seulement les chars américains étaient plus nombreux et mieux soutenus sur le plan logistique, mais ils étaient désormais équipés de munitions qui annulaient en partie les avantages techniques soigneusement conçus de l'Allemagne en matière de protection blindée. L'impact des munitions HVAP s'est étendu au-delà des résultats tactiques immédiats à Aracor. Alors que la nouvelle se répandait parmi les unités blindées américaines que les nouvelles munitions pourraient vaincre les Panthers dans des circonstances favorables, les équipages de chars devinrent plus disposés à engager directement les blindés allemands. La paralysie psychologique qui avait affecté certaines unités lors des difficiles combats de Normandie commençait à se dissiper. Les équipages respectaient toujours les capacités des Panthers, mais ne se sentaient plus impuissants face à elles. Ce changement de morale s'est avéré crucial pour les opérations ultérieures. Un équipage qui croit pouvoir se battre s'engagera de manière agressive, recherchant des positions avantageuses et prenant des risques calculés. Un équipage qui se croit surpassé hésitera, donnant l'initiative à l'ennemi. Les munitions HVAP, bien que très rares, ont fourni aux pétroliers américains une arme qui leur a permis de combattre les Panthers sur un pied d'égalité. Même les équipages, qui n'avaient jamais tiré d'obus HVAP, bénéficiaient psychologiquement du fait de savoir que les munitions existaient et pouvaient être disponibles en cas de besoin. Les commandants ont été contraints de prendre des décisions difficiles en matière de priorisation, compte tenu de l'approvisionnement limité en HVAP. Les chasseurs de chars, dont la mission était spécifiquement axée sur le combat anti-char, ont reçu une allocation préférentielle. Les chars Sherman, avec leur double rôle de soutien de l'infanterie et d'engagement des blindés, recevaient souvent moins de tirs malgré la rencontre plus fréquente des chars ennemis. Cela a créé une tension opérationnelle entre les besoins tactiques et les réalités de l'approvisionnement. Le système d'allocation géré à plusieurs niveaux de commandement, de l'armée jusqu'au bataillon, a entraîné des inefficacités. Certaines unités ont reçu plus de HVAP qu'elles ne pouvaient en utiliser immédiatement, tandis que d'autres ont épuisé leurs réserves en quelques jours et n'ont reçu aucun réapprovisionnement malgré des demandes urgentes, lorsque les forces allemandes lancèrent leur offensive surprise dans l'Ardenne en décembre 1944, les unités de chars américaines furent à nouveau confrontées à une pression intense. La bataille des Ardennes a vu des centaines de chars Panthers et Tigres déployés dans des conditions hivernales qui favorisaient les combats défensifs et limitaient la supériorité aérienne des Alliés en raison du mauvais temps. Les équipages américains des Sherman comptaient largement sur leurs rares munitions HVAP pour engager les blindés lourds allemands. La pénurie est devenue critique quelques jours après de violents combats. Certaines unités
ont complètement épuisé leur approvisionnement en HVAP et ont constaté que les demandes de réapprovisionnement n'étaient pas satisfaites, car les réseaux logistiques avaient du mal à livrer des munitions à travers des routes enneigées, perturbées par les avancées allemandes. Pourtant, même lors des combats difficiles des Ardennes, les forces américaines ont démontré que leurs compétences tactiques et leur coordination à interarmes pouvaient compenser un désavantage technique. Les équipages des chars se coordonnaient étroitement avec l'infanterie, utilisant des équipes de bazooka pour neutraliser les panthères à courte portée, tandis que les Sherman assuraient le tir de couverture. Les observateurs avancés de l'artillerie ont appelé à temps sur des missions ciblées qui ont endommagé les optiques, désactivé les chenilles et tué les membres d'équipage exposés, même lorsque les obus ne pouvaient pas pénétrer le blindage. L'appui aérien, lorsque les conditions météorologiques le permettent, finalement fin décembre et janvier, s'avère d'une efficacité dévastatrice contre les blindés allemands concentrés sur les routes d'approche. La bataille des Ardennes s'est terminée avec l'effondrement des forces blindées allemandes, ayant perdu des centaines de chars irremplaçables et des équipages expérimentés dans une offensive qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Au début de 1945, la situation stratégique avait changé de manière décisive et irréversible en faveur des Alliés. Les forces américaines et britanniques se préparaient à franchir le Rhin. Les armées soviétiques avancèrent depuis l'Est, après avoir brisé les lignes défensives allemandes lors d'offensives hivernales massives. La capacité industrielle de l'Allemagne s'effondrait sous les bombardements stratégiques combinés, la perte de territoire contenant des ressources et des installations de fabrication critiques et de graves pénuries de matières premières, notamment de carburant et de tungstène. La production de Panther, qui avait atteint 3900 unités en 1944, chuta fortement au début de 1945 en raison des bombardements des usines, des réseaux de transport perturbés et de l'indisponibilité des matières premières. Même lorsque les Panthers étaient produits, les pénuries de carburant les maintenaient souvent immobiles. Au cours des derniers mois, les unités de chars allemands abandonnèrent fréquemment leurs chars, non pas à cause des dégâts causés au combat, mais parce qu'ils n'avaient pas de carburant pour les faire fonctionner. Les limites techniques du HVAP, bien que moins médiatisées que ses succès, méritent d'être examinées du point de vue de leur exhaustivité historique. Le noyau en carbure de tungstène, bien qu'excellent pour pénétrer l'armure lorsque les conditions étaient favorables, était intrinsèquement fragile. En dessous de certaines vitesses d'impact, environ 2300 à 2500 pieds par personne, le noyau pourrait se briser au contact plutôt qu'en pénétrant. Cela signifiait que l'efficacité du HVAP diminuait considérablement à des distances plus longues, là où la vitesse avait diminué. La portée efficace contre les mantelets Panther était d'environ 1000 mètres béon. À cette distance, la probabilité que le noyau se brise lors de l'impact augmentait considérablement. Les pétroliers américains ont appris ces limites grâce à leur expérience du combat, parfois tragiquement. Les équipages qui tiraient des HVAP sur les Panthers au-delà de leur portée efficace gaspillaient de rares munitions et provoquaient souvent des tirs de retour de canons allemands qui restaient efficaces à des distances beaucoup plus longues. La formation sur l'utilisation appropriée des HVAP était souvent minime, car les munitions arrivaient aux unités de première ligne plus rapidement que le matériel de formation ne pouvait être développé. De nombreux équipages ont appris des techniques d'emploi efficaces par essais et erreurs dans des conditions de combat. L'expérience documentée du sergent Francis Baker le 20 novembre 1944 illustre à la fois le potentiel et les limites du HVAP en combat réel. Son Sherman, équipé d'un canon de 76 mm et transportant des obus HVAP, engagea un Panther à environ 800 mètres. Le mitrailleur de Baker a tiré au moins 7 coups, avec plusieurs coups observés sur le blindage latéral du Panther. À la grande frustration de Baker, les cartouches ont rebondi sans parvenir à pénétrer. L'engagement a démontré que même le HVAP avait des limites significatives contre les blindages inclinés à des angles obliques. Le Panther s'est retiré de l'engagement plutôt que de poursuivre le combat. L'action n'a pas été
Un échec tactique complet, mais elle a rappelé aux équipages du Sherman que le HVAP n'était pas une solution magique. Des tactiques appropriées, un placement soigné des tirs, une estimation favorable, le retail, de la portée et des angles d'engagement avantageux restaient des facteurs critiques. Le HVAP offrait aux pétroliers américains des chances nettement meilleures, mais le succès exigeait toujours des compétences et du jugement. L'analyse des munitions HVAP d'après-guerre a révélé à la fois ses succès et ses limites. Contre le masque du canon du Panther, à des distances allant jusqu'à 1000 mètres, le HVAP était très efficace lorsque des coups étaient atteints, pénétrant de manière fiable et provoquant souvent des explosions secondaires catastrophiques. Contre la plaque de verre, les résultats étaient médiocres, sauf à très courte distance et sous des angles favorables. La pente extrême signifiait que les cartouches en corde de tungstène se déplaçant à grande vitesse ricochaient souvent ou se brisaient à l'impact. Cela signifiait que les équipages des Sherman devaient toujours manœuvrer pour obtenir des angles de tir avantageux, flanquant les Panthers lorsque cela était tactiquement possible. Les munitions n'ont pas fait des chars Sherman des égaux techniques aux Panthers, mais elles ont donné aux équipages américains une chance de se battre dans des engagements où ils avaient auparavant peu d'espoir de pénétration frontale. La guerre de Corée, qui a débuté en juin 1950, a fourni un autre test au combat de l'efficacité du HVAP. Les chars Sherman américains, désormais principalement la variante M4A3E8 armée de canons de 76 mm, affrontèrent les chars T3 Kionner 5 de construction soviétique en Corée du Nord, puis en Chine. Contrairement à la situation en Europe, où le HVAP était extrêmement rare, en 1950, les approvisionnements en tungstène n'étaient plus limités par les demandes concurrentes du temps de guerre et des stocks importants étaient facilement disponibles. Les équipages de chars américains, en Corée, ont constaté que les obus HVAP pénétraient facilement le blindage du T3 485 à des distances de combat normales. Le T3 85, bien que performant, possédait une protection blindée nettement inférieure à celle du Panther. Sa façade de tourelle de 90 mm d'épaisseur et sa plaque de verre de 45 mm d'épaisseur ne pouvaient pas résister aux projectiles à cordes de tungstène tirés à grande vitesse par des canons de 76 mm. Les Sherman américains en Corée ont atteint des taux d'échange remarquablement favorables par rapport aux blindés communistes, en partie grâce à une formation supérieure de l'équipage, mais aussi, de manière significative, à la disponibilité abondante de munitions HVAP. La justification du Sherman de 76 mm en Corée a été douce amère pour les vétérans des combats européens. Les munitions, qui auraient pu être plus largement utilisées en Europe, se sont révélées d'une efficacité dévastatrice en Asie lorsque les contraintes d'approvisionnement n'ont plus limité l'emploi. Le point de vue allemand sur les munitions américaines, HVAP, recueilli lors des interrogatoires d'après-guerre et de l'examen des documents capturés, a révélé un respect professionnel réticent et une profonde frustration. Les officiers allemands reconnaissaient que l'industrie américaine avait résolu le problème des munitions à noyau de tungstène avec plus de succès que les fabricants allemands. Bien que l'Allemagne ait été pionnière dans la technologie sous-jacente et qu'elle ait développé des munitions à cordon de tungstène avec la série Panzer Granit 40, les limitations de production signifiaient que ces cartouches n'étaient jamais disponibles en quantité suffisante. La production américaine de HVAP, bien que limitée par la pénurie de tungstène, dépassait encore largement la capacité allemande à la fin de 1944. Les équipages de chars allemands, interrogés après la guerre, ont fréquemment mentionné les améliorations apportées aux munitions américaines comme un facteur important qui compliquait leur situation tactique. Sachant que les chars Sherman pouvaient repénétrer les masques Panther à portée de combat, signifiait que les équipages allemands ne pouvaient simplement compter sur un blindage frontal pour se protéger. Cela a forcé des tactiques plus prudentes, des avancées plus lentes et un plus grand recours aux positions défensives, mais la guerre défensive a donné l'initiative aux forces américaines, leur permettant d'employer des tactiques interarmes qui annulaient les avantages allemands.
L'impact psychologique de la perte d'armure en cas de vulnérabilité a contribué à une défense de plus en plus forte. C'est l'état d'esprit qui a caractérisé les opérations blindées allemandes en 1945. L'analyse technique des projectiles HVAP récupérés dans les épaves de chars allemands a fourni aux ingénieurs allemands une compréhension détaillée de la conception des munitions américaines. Le noyau, en carbure, de tungstène, entouré de sections de corps en aluminium léger, représentait une utilisation efficace de matériaux stratégiques rares qui maximisaient le pouvoir de pénétration tout en minimisant la consommation de tungstène par tour. Le corps du porteur léger permettait des vitesses plus élevées, sans usure excessive du canon, tandis que le noyau, en tungstène dense, conservait bien mieux l'énergie cinétique sur la distance que les pénétrateurs en acier. Les ingénieurs allemands reconnaissaient ces avantages, mais manquèrent de capacités industrielles et de ressources matérielles pour réagir avec des développements similaires. À la fin de 1944, la production allemande de chars et de munitions se concentrait entièrement sur le maintien de la production des modèles existants plutôt que sur le développement de nouveaux types de munitions. Le canon Panthers KWK de 4875 mm possédait déjà un excellent pouvoir de pénétration avec des munitions standards contre les chars alliés. Le développement de munitions allemandes améliorées n'était pas la priorité absolue. Le développement de nouvelles munitions nécessiterait du tungstène que l'Allemagne ne pouvait pas épargner et un rééquipement que les usines, aux prises avec les attaques aériennes, ne pouvaient pas adapter. Au cours de la dernière année, les chars allemands combattirent avec des modèles de munitions datant de 1942 et 1943. Alors que les munitions américaines continuaient de s'améliorer, l'importance historique de la bataille d'Aracor s'étendait bien au-delà des résultats tactiques immédiats. L'engagement a prouvé de manière concluante que la doctrine blindée américaine mettant l'accent sur la mobilité, la coordination interarmes, une logistique supérieure et un soutien matériel écrasant pouvait systématiquement vaincre les méthodes tactiques allemandes en s'appuyant largement sur les performances supérieures des chars individuels. Les commandants allemands avaient conçu leur brigade Panzer de 1944 autour des capacités techniques du Panther, en supposant que le blindage et la puissance de feu compenseraient les équipages inexpérimentés et le soutien limité. Cette hypothèse s'est révélée catastrophiquement fausse. La leçon était claire pour les observateurs militaires des deux côtés. L'excellence technique dans la conception des armes était importante et offrait des avantages. Mais l'excellence opérationnelle dans la guerre interarmes, une logistique supérieure et un meilleur entraînement étaient plus importants pour atteindre le succès tactique et opérationnel. L'impact du HVAP sur les équipages individuels des chars mérite d'être pris en considération au-delà d'une analyse purement technique. Pour les pétroliers américains qui avaient affronté les Panthers avec uniquement des munitions standards lors des difficiles combats normands, l'arrivée du HVAP représentait un espoir tangible. Les munitions n'ont pas éliminé la menace Panther, mais ont fourni un outil offrant des chances raisonnables de pénétration dans des circonstances favorables. Ce coup de pouce psychologique a contribué à une amélioration des performances et à des tactiques plus agressives. Pour les pétroliers allemands, le fait de savoir que les chars américains constituaient désormais une menace frontale, crédible, modifiait fondamentalement les calculs tactiques. Otto Cararius, un A des chars allemands hautement décoré, qui commandait des chars Tigre et survécut à la guerre, a beaucoup écrit dans ses mémoires d'après-guerre sur l'impact psychologique d'affronter des ennemis capables de pénétrer son armure. Le sentiment d'invulnérabilité que procurait une armure épaisse était crucial pour le moral de l'équipage et les tactiques agressives. Lorsque ce sentiment s'est érodé, les performances de l'équipage en ont considérablement souffert. Les équipages de Panther, confrontés à des Sherman équipés de HVAP, ont connu cette érosion de leur confiance. Le masque est devenu une vulnérabilité connue que des équipages américains compétents pouvaient exploiter. Cette connaissance a rendu les équipages du Panther manifestement plus prudents, plus lents à s'engager et généralement moins disposés à prendre des risques tactiques.
Les implications stratégiques puis du développement du HVAP s'étendent à des questions plus larges sur la concurrence technologique dans la guerre moderne et sur l'importance cruciale de la capacité industrielle. Les établissements de recherche américains et allemands possédaient des ingénieurs compétents et une compréhension approfondie de la balistique et de la pénétration des blindages. Tous deux ont reconnu la valeur des munitions à cordes de tungstène au début de la guerre et ont tous deux développé des conceptions fonctionnelles. La différence cruciale résidait dans la capacité industrielle et la disponibilité des ressources plutôt que dans les connaissances scientifiques. L'industrie américaine pourrait produire des HVAP en quantité suffisante pour influencer de manière significative les résultats du champ de bataille, mais jamais suffisamment pour équiper entièrement toutes les unités. L'industrie allemande pouvait à peine produire suffisamment pour effectuer des tests. Ce schéma s'est répété dans de nombreux systèmes d'armes tout au long de la guerre. L'Allemagne a développé des armes sophistiquées et souvent techniquement supérieures, mais n'a pas pu les produire en quantité susceptible d'affecter les résultats stratégiques. La capacité industrielle américaine a produit en très grande quantité des équipements moins sophistiqués mais très efficaces. Le M4 Sherman n'était objectivement pas le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale selon la plupart des mesures techniques, mais les usines américaines en ont produit environ 49 324, contre environ 6 132 Panthers. Ce rapport de production de 8.1 combiné à l'amélioration des munitions. Les NTS-HVAP qui ont réduit l'écart technique se sont révélés stratégiquement décisifs. Les carrières d'après-guerre des anciens combattants qui ont combattu à Aracor reflètent l'impact durable de ces expériences de combat sur la pensée militaire. Le lieutenant-colonel Cratton Abrams, qui commandait avec distinction le 37e bataillon de chars à Aracourt, est devenu chef d'état-major de l'armée américaine et a donné son nom au char de combat principal M1 Abrams. Les leçons qu'Abrams a apprises sur la guerre interarmes, l'importance cruciale de la formation des équipages et la nécessité de disposer de munitions adéquates ont influencé toute sa carrière et la doctrine qu'il a contribué à développer. Le M1 Abrams a été délibérément conçu avec un puissant canon à canon lisse de 120 mm et des types de munitions sophistiquées, y compris des pénétrateurs à l'uranium appauvri qui remplissent fonctionnellement le même rôle que le HVAP a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Les vétérans allemands des unités Panther, qui ont survécu à la guerre et ont ensuite rejoint le Bundeswehr allemand, ont apporté des leçons différentes, mais tout aussi importantes. Ils avaient personnellement expérimenté les limites de la supériorité technologique sans la base industrielle et la logistique pour la soutenir. La doctrine blindée du Bundes pendant la guerre froide mettait l'accent sur la qualité et la formation tout en reconnaissant explicitement que l'Allemagne de l'Ouest ne pouvait pas égaler la supériorité numérique soviétique. Mais les planificateurs du Bundes, informés par l'expérience de la guerre, ont également mis l'accent sur l'efficacité des munitions. Les chars de combat principaux, Léopard 1 et plus tard Léopard 2, utilisaient des conceptions de munitions sophistiquées basées sur la prise de conscience que la technologie des munitions et la formation de l'équipage importaient autant que l'épaisseur du blindage. La fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne le 8 mai 1945, mit fin aux besoins tactiques immédiats de munitions HVAP contre les Panthers. Les officiers de l'ordonnance américain, examinant systématiquement les véhicules détruits, ont constaté des traces évidentes de pénétration du HVAP sur certaines épaves, confirmant l'efficacité de la munition dans des conditions favorables tout en constatant ses limites. Les Panthers, touchés par le HVP, montraient généralement des pénétrations à travers le manteau ou la face de la tourelle lorsqu'ils étaient frappés à des angles favorables, mais rarement à travers la plaque glacis, qui restait très résistante. Ce modèle a validé la doctrine tactique américaine qui mettait l'accent sur les manœuvres de flanc et la création d'angles d'engagement favorables. L'analyse complète d'après-guerre a conclu que, même si le HVAP améliorait de manière significative les capacités du Sherman contre les blindés lourds allemands,
Les facteurs véritablement décisifs restaient une supériorité numérique écrasante, une logistique bien meilleure, une supériorité aérienne complète, un soutien d'artillerie supérieur et une doctrine opérationnelle plus efficace. La transformation des équipages de chars américains entre le milieu de 1944 et le début de 1945 reflétait l'impact cumulatif de l'expérience du combat, de l'amélioration de la disponibilité des équipements et de la familiarité avec les munitions spécialisées, notamment le HVAP. Les équipages qui débarquèrent en Normandie en juin 1944 éprouvaient souvent une véritable appréhension à l'idée d'affronter des blindés allemands, en particulier des Panthers et des Tigres. Au début de 1945, après des mois de combats soutenus, des améliorations significatives de l'entraînement, une disponibilité accrue des Sherman de 76 mm et une familiarité croissante avec les munitions HVAP, les pétroliers américains abordèrent les engagements avec beaucoup plus de confiance. Ce changement psychologique a eu des conséquences tactiques directes. Les équipages confiants combattaient de manière plus agressive, prenaient des risques calculés lorsque des opportunités se présentaient et exploitaient les avantages tactiques. Même si les munitions HVAP, à elles seules, n'ont pas créé cette transformation, leur disponibilité et leur efficacité prouvées ont contribué de manière significative à l'amélioration du moral et des performances tactiques des forces blindées américaines. L'héritage du développement du HVAP continue d'influencer la conception des munitions modernes. La doctrine américaine sur les blindés, à partir de 1945, a toujours mis l'accent sur l'efficacité des munitions comme élément essentiel de la conception des chars. Les munitions de chars modernes utilisent des pénétrateurs en uranium, appauvri ou en alliage de tungstène, des matériaux choisis pour essentiellement les mêmes propriétés de densité et de dureté, qui ont rendu le carbure de tungstène efficace pendant la Seconde Guerre mondiale. Le principe sous-jacent reste constant. Concentrer un maximum d'énergie cinétique dans un petit projectile extrêmement dense, se déplaçant à la vitesse la plus élevée possible. La continuité depuis le HVAP de 1944 jusqu'à nos jours, les munitions sabbat perforantes, les plus stabilisées et les plus jetables, illustrent comment les leçons fondamentales de la Seconde Guerre mondiale continuent d'influencer directement la technologie militaire. Le développement des munitions pour chars soviétiques et plus tard russes a suivi des chemins remarquablement similaires, reconnaissant indépendamment que la capacité de perçage de blindage dépend fortement des propriétés des matériaux du projectile et de la fourniture d'énergie cinétique. L'industrie mondiale des munitions pour chars trouve ses racines technologiques dans l'expérience HVAP, où les ingénieurs ont pour la première fois démontré de manière concluante que les munitions spécialisées pouvaient partiellement surmonter les avantages de la protection blindée. Le 19 septembre 1944, lorsque les premiers équipages Sherman du locataire Merwin Menz ont engagé pour la première fois des Panthers avec des munitions HVAP à Aracourt, a marqué un véritable tournant dans l'histoire. L'équilibre psychologique de la guerre blindée. Les équipages allemands, qui avaient combattu avec confiance derrière leurs blindés, apprirent que les chars américains pouvaient constituer une menace frontale sérieuse. Les équipages américains, qui s'étaient sentis dépassés, ont acquis une confiance significative en sachant qu'ils possédaient des munitions capables de vaincre les Panthers dans des circonstances favorables. Ce changement de psychologie tactique, rendu possible par les munitions à cordes de tungstène produites dans les usines américaines, a influencé chaque engagement blindé ultérieur de la guerre européenne. Les munitions HVAP, bien que jamais disponibles dans les quantités souhaitées, ont fourni une capacité suffisamment améliorée pour transformer les équipages de chars américains de défenseurs incertains en attaquants confiants, prêts à engager directement les blindés allemands. Les équipages qui ont tiré ces premiers obus HVAP au combat, regardant des noyaux de tungstène percer des blindages qui semblaient invincibles, ont démontré que la capacité industrielle et la science des matériaux appliqués intelligemment à des problèmes tactiques urgents pouvaient surmonter des inconvénients techniques apparemment insurmontables. Cette leçon fondamentale, apprise à un coût considérable sur les champs de bataille à travers l'Europe,
reste directement pertinente pour les planificateurs militaires confrontés aux défis technologiques de la guerre moderne.